Quand on pense à faire une activité avec son chien, on imagine souvent une grande balade, un moment de jeu ou une activité sportive comme la course à pied. Mais en réalité, certaines activités vont bien au-delà de la simple dépense physique, du jeu, voire même de la compétition. Parce qu'un chien, ça a besoin de dépenses physiques, certes, mais ça a aussi besoin de dépenses mentales et olfactives. Avoir la bonne activité avec lui, c'est aussi un vrai moment pour se retrouver, pour déconnecter et surtout se reconnecter à lui. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener dans l'univers des activités canines et te faire découvrir une discipline que de plus en plus de dogs parents pratiquent, le man-trailing. Dans cet épisode, j'accueille donc Jade, éducatrice, comportementaliste et coach man-trailing. Elle va tout nous expliquer sur cette incroyable activité de pistage qui repose sur le flair impressionnant de ton chien, mais aussi sur la confiance que vous avez l'un en l'autre. Jade va nous aider à comprendre comment choisir la bonne activité à pratiquer avec son chien, en fonction de son âge, de sa race, de ses besoins et surtout de tout ce que ça peut apporter à votre duo. Alors que tu sois curieux, débutant ou déjà accro aux activités canines, cet épisode risque bien de te donner envie d'aller plus loin avec ton chien. Alors installe-toi bien, l'épisode va commencer. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de pros qui nous font découvrir toutes les pratiques, astuces et solutions concrètes qui font du bien à nos poilus. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos compagnons. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Hello Jade, bienvenue sur Allo Pets. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Salut Romane, merci de m'accueillir. Moi aussi je suis contente de participer à ton podcast. Alors écoute Jade, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Alors moi c'est Jade Echenne, je suis éducatrice comportementaliste canin et coach man-trailing dans le sud Île-de-France, proche de la région de Fontainebleau. Donc j'interviens sur le secteur de Fontainebleau et du Nord 45. Ça fait bientôt 3 ans que j'exerce avec les animaux. J'ai commencé par faire du pet sitting, donc de la garde de chats, chiens et promenade de chiens. Au moment où j'ai commencé mon projet de garde, j'ai aussi débuté une formation de comportementaliste et éducatrice canin parce que j'avais besoin d'acquérir plus de compétences et de savoir pour pouvoir accompagner mes clients. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire mon métier principal. Donc voilà, donc ça fait 2 ans que je suis comportementaliste éducatrice canin et que j'accompagne des binômes dans leur construction de relations humain-chien, on va dire, et que je les accompagne sur différentes problématiques au quotidien. Et depuis fin 2024 maintenant, je suis aussi coach man-trailing addict. Donc je propose des séances de man-trailing, donc de recherche de personnes disparues, sur le secteur de Fontainebleau, en loisir ou en accompagnement d'un travail comportemental. Je suppose qu'il y a un ou plusieurs chiens qui se cachent derrière cette histoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es devenue éducatrice canin, qui a été le déclic pour devenir éducatrice et s'impliquer en fait dans la vie de nos chiens? Je dirais pas que ça a été depuis que je suis enfant, je rêve de travailler avec les animaux, pas du tout. J'ai un parcours professionnel tout à fait classique. Par contre, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Dans ma famille, on a toujours eu des chiens, des chats. Pas souvent compris, je dois l'avouer, mais comme les chiens de famille de mon époque, on va dire. J'ai été manager dans le secteur de l'industrie et du e-commerce pendant 10 ans. Et en 2020, j'ai décidé de quitter mon travail. J'avais juste besoin de me retrouver moi et de retrouver plus de sens à ma vie. Et je pense que c'est le cas. Enfin, je suis pas la seule dans ce cas-là. Et j'avais une envie, on va dire, une très forte envie depuis que j'ai quitté le foyer, mon foyer familial quand j'avais 17 ans, d'avoir mon propre animal, on va dire mon propre chien. Et c'était jamais le bon moment parce que il y a les études, on déménage beaucoup. Ensuite, on rentre dans la vie professionnelle, on est tout le temps à fond, on a peu de temps à consacrer à son animal. Enfin voilà. Et donc je me suis dit écoute Jade, là maintenant t'as 100% de ton temps à dédier à un animal, c'est peut-être le moment ou jamais de sauter le cap.
Donc j'ai adopté mon premier chien à moi en fin 2020. Oui, c'est ça, fin 2020. Donc c'est Kobe, c'est un petit staffy de lignée sport. Enfin, je dis petit, mais il est très grand. De lignée sport, qui est donc entré dans ma vie, genre comme une tornade, un vrai diable de Tasmanie. Il a un peu tout bousculé parce que il est venu bousculer un peu toute la vision rêvée que j'avais du chien et ce que j'avais toujours connu. En fait, t'adoptes un chien, il est mignon, il est chiot, tu le sors, tu le promènes, tout se passe bien. En fait, il y a pas vraiment d'éducation, il y Ouais. a pas, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'il est arrivé avec toute son énergie, sa sensibilité. Enfin voilà, il est venu bousculer beaucoup de choses de mon quotidien. Il est venu aussi bousculer complètement l'image et le comment dire, ce que je m'étais imaginé de ma vie avec mon premier chien, mon premier Ouais. chiot. Et donc je me suis dit oula, il va falloir voilà, il va falloir se poser 30 secondes et réfléchir voilà comment on peut l'aider, l'accompagner et comment on peut remettre un peu de sérénité au sein de mon foyer. On va pas se mentir parce que enfin, j'étais vite débordée, j'étais complètement débordée même à son arrivée. Je savais pas trop comment le gérer, je savais pas trop comment gérer toute cette excitation, toute cette énergie, tout ce voilà, il se posait jamais. Puis forcément, je suis passée par plein de stades de il se pose pas, faut le dépenser à mort. Je vais jouer avec lui, je vais lui lancer la balle, je vais le sortir pendant 2 heures. Enfin voilà. Toutes les choses qui en plus étaient contre-productives dans mon travail. Donc j'ai commencé à me dire là maintenant Jade, il faut te renseigner, te faire accompagner et voir un peu comment Et ouais. tu peux aborder un peu cette difficulté, on va dire. Petite parenthèse, mais c'est vrai que j'étais déjà pas mal au fait de l'éducation positive parce que avant Kobe, j'ai eu des lapins, j'ai eu un couple de lapines qui vivaient en liberté chez moi et qui m'ont beaucoup sensibilisé, qui ont été les premiers animaux en fait qui m'ont sensibilisé à l'éducation au comportement animal et à l'éducation positive. Donc c'est Trop vrai que cool. ouais, j'aime bien préciser parce que enfin souvent on a un parcours un peu chaotique avec les chiens et moi c'est vrai que je remercie cette expérience que j'ai pu avoir avec mes lapines parce qu'elles m'ont fait rentrer en fait très rapidement dans ce côté ok plutôt que de punir ton animal, est-ce que ce serait pas plus intéressant de travailler avec lui pour qu'il puisse comprendre un peu mieux ce que tu attends de lui et le récompenser et renforcer tous ses comportements et vivre Ouais. en harmonie en fait avec lui. Donc c'est vrai que quand j'ai voulu me pencher sur le côté, enfin voilà, j'avais besoin de me faire accompagner et j'avais besoin d'en apprendre plus sur mon chien. Donc en fait, je me suis dit ok, il faut trouver quelqu'un pour t'accompagner et il faut que tu commences à te renseigner sur vraiment voilà de quoi ton chien a besoin, comment il fonctionne. En fait, exactement le parcours que j'avais pu faire avec mes lapins, mes lapines, mais avec mon chien. Très rapidement, un mois après l'arrivée de Kobe, j'ai fait appel à une comportementaliste. À l'époque, j'habitais dans Paris, intramuros. J'ai fait appel à une comportementaliste parisienne qui m'a accompagnée un peu sur les débuts de vie, un peu, et qui m'a sensibilisée sur, bah voilà, quels sont les besoins de ton chien, pourquoi vous n'arrivez pas à vous comprendre. Il te dit des choses, est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu sais les interpréter? Est-ce que tu sais comment agir en fonction? Et petit à petit, en fait, je me suis laissée porter et je suis vite tombée, en fait, c'était presque ouais, c'est devenu une passion, en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est hyper intéressant et je voyais que c'était un cercle vertueux, en fait. Plus je m'éduquais, plus je m'informais, plus je me renseignais, plus je comprenais mon chien, plus il me comprenait et mieux j'arrivais à l'accompagner dans toute cette énergie, toutes ces émotions, tout ce qu'il n'arrivait pas à contrôler lui. Et je me suis dit ok, bon c'est quoi, on va travailler ensemble, on va avancer ensemble vers une vie plus sereine, on va dire, pour Ouais, lui et ouais. pour moi, on va pas se mentir. Hein. Et du coup, cette pro que tu avais eue, tu l'as trouvée comment? C'était du bouche à oreille? Tu avais fait beaucoup de recherches avant? À l'époque, j'avais enfin, je connaissais pas tous les réseaux qui peuvent Bah exister, ouais. tout ça. J'ai juste tapé éducateur canin, méthode positive sur internet. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple parce que on tape sur internet, on a des réponses Google, donc on regarde les avis, mais surtout à l'époque je savais pas trop quoi regarder. Donc je cherchais un peu des mots clés pour moi qui étaient l'éducation positive, le renforcement positif. Mais après voilà les méthodes, enfin Ouais, c'était j'avais pas flou de encore à cette voilà époque. c'était hyper Mm. flou.
Et c'est vrai que, Ok. enfin, tu vois, si j'avais pu être accompagnée ou rassurée dans cette démarche, j'aurais peut-être moins galéré. Enfin, parce que tu vois, au final, j'ai quand même mis, je pense, plusieurs semaines à me dire, ok, cette personne oui, cette personne non. Enfin, c'était un peu, ouais, c'était un peu Ouais. fou. Et après, tu t'es formée du coup, c'est ça? Ouais, et du coup, c'est un peu tout ça. Un jour, j'ai eu des soucis de solitude avec mon chien, qui avait beaucoup de mal à rester seul. Et en fait, du coup, j'étais obligée de faire appel à des personnes pour le faire garder si je voulais garder une vie sociale, continuer à l'époque, je travaillais, enfin, j'avais un autre projet indépendant, donc j'avais aussi besoin de travailler, de me déplacer, et je pouvais pas tout le temps me prendre avec moi, donc je faisais appel à des pet-sitters, donc des personnes pour garder mon chien. Et en fait, ça m'a sauvée. Et je me suis dit, mais en fait, petit à petit, je réfléchissais à la suite de mon projet pro et je me disais, mais c'est aussi une option, tu vois, pouvoir garder des animaux. J'ai pas construit mon projet dès le départ de A à Z. J'avais pas eu la vision forcément, mais je me suis dit, tiens, pourquoi tu proposerais pas toi aussi de garder des animaux? Tu commences à avoir quelques compétences, tu commences, voilà. Donc en fait, j'ai fait une formation pet sitting chez Vox Animae pour pouvoir proposer de la garde chien et chat. Et dans la foulée, assez rapidement, je pense un mois après, j'ai passé la CACED, qui du coup est l'attestation obligatoire pour pouvoir travailler avec des animaux. Et j'ai commencé à proposer de la garde. Donc ça a très vite bien marché. Et voilà, j'avais à cœur de me dire, enfin, c'est dur de trouver des professionnels qui peuvent comprendre son chien, qui soient formés, qui vont pouvoir l'accompagner, tout ça. Et j'avais vraiment à cœur de faire partie de ces gens-là et de me dire, ok, je viens vraiment aider quelqu'un qui en a besoin à l'instant T, tu vois. Avec un vrai accompagnement, quoi. Ouais, c'est ça. Avec un vrai accompagnement. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, ok, t'as des bases, t'as des connaissances, tu t'es formé sur un peu la partie pet sitting, mais il manquait encore de quoi approfondir. Il y avait certains profils de chiens ou de chats, je me disais, tu vois, j'ai besoin d'aller plus loin avec eux. Comment je m'assure que je suis 100% bienveillante avec eux? Donc du coup, je me suis dit, il faut que tu ailles plus loin dans tes compétences et il faut que tu te formes pour aller au-delà. Et du coup, assez rapidement, hein, je pense quelques mois après, je dirais 3 ou 4 mois après, j'ai intégré la formation comportementaliste éducateur canin de Vox Animae aussi. Et là, ça a vraiment été le déclic. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est juste, j'ai envie d'en faire mon métier, quoi. Et à partir de là, j'ai vraiment construit mon projet autour de tout ça, autour des animaux, autour de. C'était devenu ma passion, enfin, le comportement animal, les animaux, enfin bref, c'était Ouais. vraiment ce que je voulais. Ça s'est construit petit à petit, pierre par pierre. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que c'est important quand on fait appel à un pro qu'il ait aussi ces connaissances-là, parce que Ouais, du pet sitting, bon, on peut appeler notre frère, notre sœur, nos copains pour garder nos animaux, pour nous donner un coup de main quand vraiment, voilà. Mais quand on fait appel à des personnes extérieures qui connaissent pas l'animal, c'est vrai que ces compétences-là, en fait, elles sont hyper importantes, parce que quelque chose qui va être fait négativement peut avoir un impact ensuite sur l'animal. c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que, alors, c'est un peu comme, tu vois, la garde d'animaux. J'ai l'impression, on se dit bon, bah, c'est juste garder un chien chez soi, tu vois, le caresser, lui donner à manger. Mais non, Oui, c'est, ça demande des vraies compétences, ça demande une vraie compréhension de l'animal, ça demande de savoir le comprendre, le lire, savoir ce qu'il nous dit, comprendre ses émotions, qu'est-ce qu'il ressent à cet instant, qu'est-ce que voilà. Et puis on est responsable de cet animal, potentiellement on le sort sur la voie publique, donc avec d'autres personnes, il va croiser d'autres chiens, il va croiser d'autres humains, il va croiser des enfants. Donc il faut savoir est-ce que mon chien est à l'aise dans l'environnement dans lequel je le promène, est-ce qu'il est à l'aise quand on va croiser des chiens, est-ce que je fais cette rencontre, est-ce qu'il joue pas. Est-ce que si je croise un enfant et qu'il caresse, comment je réagis? Est-ce que, enfin voilà. Et en fait, c'est nécessaire au métier en fait de connaître tout ça. Et en fait, je pense que tu vois, être formé sur le comportement animal, c'est la base du métier de pet sitting. Tu vois, c'est souvent un peu, on pense que c'est facile et que ça a souvent ce truc de, c'est assimilé au job d'été, tu vois, ou au job ouais, étudiant, ou carrément. voilà. Alors que non, déjà, c'est encadré par la loi. On a besoin de diplôme Ouais. pour exercer, enfin, à minima de la CACED, on a besoin d'être assuré, d'être déclaré à la DDPP, enfin, plein de choses. Et c'est vrai que même en tant que humain de chien, tu vois, on se rend pas forcément compte, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que si tu confies ton animal à quelqu'un, la responsabilité est transférée sur cette personne, et du coup, s'il se passe quelque chose, il faut que la personne soit assurée, il faut que, voilà, c'est pas sans risque, en fait. Et même au-delà, tu vois, savoir réagir, c'est un problème de santé, savoir identifier, tu vois, toutes les problématiques chez les chiens, c'est un vrai métier. Il faut vraiment qu'on prenne ça en compte, c'est hyper Ouais, important.
et on parlait d'activité, qui est le sujet d'aujourd'hui. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait beaucoup de personnes aussi pensent qu'une activité avec un chien c'est vraiment de la dépense physique, tu vois, activité sportive où il y a un objectif ou alors c'est juste du jeu, je lance la balle de l'exemple que tu as dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu aimerais toi qu'on comprenne du coup sur la vraie valeur des activités qu'on fait avec nos chiens? Alors, c'est vrai que quand on parle d'activité avec son chien, il y a toujours ce rapport de... On parle déjà, on pense souvent à une activité physique, genre aller courir, faire du canicross, aller courir, faire de l'agilité. C'est souvent des activités physiques ou sportives qui nous viennent en tête. Ouais. Euh, Quand je discute avec mes clients ou des personnes autour de moi, quand je leur parle d'activité canine, ils voient de suite ce côté ah bah moi c'est pas mon truc, tu vois, de faire ce genre de choses, voilà. Et il y a vraiment ce côté je m'en sers pour dépenser mon chien dans une activité physique, le faire Mhm. courir, Ouais. le faire sauter, voilà, ce genre de choses, ou concourir. Ok, Mais ouais. moi ce que j'apprécie et la façon dont j'aime présenter les activités qu'on peut faire avec son chien, c'est que ça peut être aussi de super activités annexes. Enfin, ça peut accompagner, par exemple, tout un travail comportemental qu'on peut faire avec son animal, et ça peut l'aider à acquérir plein d'autres compétences. Ça peut aider à consolider un lien entre l'humain et le chien. Ça peut aider à mieux comprendre son chien, à avoir une vision différente sur son chien. En fait, il faut aller au-delà de Ouais. cette idée de d'activité sportive, de faire un sport, de voilà. Il y a plein d'autres choses qu'on peut partager avec son chien et il y a plein d'autres choses qu'on peut apprendre à son chien via les activités. Une activité, ça doit être quelque chose plaisir, loisir avant tout, Ouais. avant de vraiment être pensé comme quelque chose où on peut, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer sans but de compétition par exemple, tu vois. Juste se Bah ouais. faire plaisir à son chien, lui proposer quelque chose de différent, venir répondre à un besoin aussi. Mm. Il y a d'autres, il y a un autre monde, on va dire, des Ouais, des activités. Il y a un activités petit, qui. Ouais. voilà, il y a un monde un peu activités en club, compétition, activités sportives. Et il y a aussi tout un autre monde qui s'ouvre dans les activités canines, qui sont qu'est-ce que je peux apporter à mon chien en termes de compétences émotionnelles, en termes de liens relationnels qu'on peut entretenir, voilà, en termes de compétences qu'il peut acquérir en plus ou qu'on peut consolider autour d'un travail, enfin comment on peut consolider ce travail comportemental en ajoutant une activité à notre, enfin c'est une corde à son arc, quoi, on va dire. Bah ouais, carrément. Mais après, c'est vrai qu'on pense aussi, quand on parle activité, le premier truc qui nous vient en soi, c'est la balade. Et Oui, après, généralement, je parle plutôt pour le commun des mortels avec, enfin, sans qu'il y ait une très grosse implication, tu vois, dans l'activité physique du chien, parce que il y a le cani-VTT, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui. Je parle du cani-VTT parce que j'ai vu quelque chose il y a pas très longtemps dessus, mais tu vois, cani-cross, cani-VTT, enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec nos chiens. Là, ça reste quand même du plus poussé, on va dire, quand on a une ouais, bonne connaissance et qu'on est vraiment sportif et qu'il y a de la compétition, comme tu dis. Mais quand on est vraiment sur les débuts des découvertes, et du moins pour la grande majorité, une activité sportive ou une activité tout court avec son chien, c'est la balade, du jeu, je lance la balle oui, et enfin je parle, tu vois, vraiment des bases de oui. base, quoi. Oui, oui. Alors, la balade, c'est une très bonne activité qu'on peut partager avec son chien, à condition qu'elle soit bénéfique, on va dire. C'est-à-dire que la balade, c'est pas forcément marcher très vite pendant des kilomètres, mais c'est permettre à son chien de profiter de son environnement, d'explorer, le laisser prendre ses odeurs, parce que bah, le chien vit dans un monde complètement Mhm. différent du nôtre. On voit avec nos Ouais. yeux, eux voient avec leur nez. Donc c'est important de lui laisser sentir bah, les pipis des autres chiens qui sont passés avant pour qu'il puisse avoir bah, ça fait partie aussi du lien social, tu vois. Les chiens font pipi, Mhm. ils transmettent plein d'informations par là. Donc ton chien peut sentir les odeurs des autres chiens, peut sentir les odeurs des personnes qui sont passées avant, toutes les odeurs de son environnement. Une vraie balade où on le laisse explorer, sentir, c'est une activité qui est forcément bénéfique avec son chien, Ok. puisqu'elle est essentielle, hein. Enfin, on va venir Mhm. ça va venir répondre à ses besoins sociaux, à ses besoins de dépenses, à ses besoins de dépenses physiques et cognitives. Alors, le jeu fait aussi partie des activités qu'on peut faire avec son chien. Alors attention, il faut quand même toujours choisir un jeu qui soit
adapté à son animal. Voilà, si on a un chien très impulsif qui a du mal à lâcher sa balle, on va éviter de lui lancer et de venir créer justement renforcer ce côté courir après la balle, s'exciter, tu vois, d'activités hyper impulsives. On peut préférer d'autres jeux, par exemple, juste si vous voulez jouer avec une balle, la cacher dans la maison, ou la cacher en balade pour qu'ils puissent la retrouver. Enfin voilà, des jeux qui vont être plus, qui vont venir plus stimuler d'autres choses et venir activer leur flair, les faire réfléchir un petit peu. Et il y a aussi une activité que moi j'aime beaucoup, dont on parle très peu, qui pour le coup n'est pas une activité forcément physique, mais qui est par exemple le câlin sur le canapé ou le partage de moments calmes. Tu vois, par exemple, euh, moi je sais que j'ai beau avoir des chiens très énergiques, tu vois, enfin j'ai un staffy, un malinois, euh, ils adorent se balader, ils adorent faire d'autres activités sportives ou non. Mais une de leurs activités préférées, c'est qu'on se pose ensemble dans le canapé et que voilà, qu'on partage un moment de qualité en fait. Alors, c'est pas une activité au sens où on l'entend, tu vois, de dépenses, voilà. Oui. Mais c'est une activité qui va venir aussi créer du lien, et qui va aussi permettre de créer des temps off dans la journée et de partager juste des moments de calme. C'est trop important. Et on l'oublie Ouais, souvent. c'est ça. C'est quelque chose qui est souvent oublié, le calme, les activités apaisantes, on va dire. Tu parlais de la balle. Alors, j'aimerais qu'on creuse un peu plus ce sujet des jeux qu'on fait en extérieur avec nos chiens. Ouais. Un chien, tu donnais l'exemple de s'il n'arrive pas à lâcher, c'est mort, il faut peut-être oublier et faire autre chose. Est-ce qu'il y a un apprentissage derrière plutôt pour que justement le fait de jouer avec une balle devienne quelque chose de positif? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou faut lâcher l'affaire tout de suite? Un chien par exemple qui va pas lâcher, qui m'est obnubilé par les ballons et qui va aller mâchouiller et enfin tout le temps être après sa balle, est-ce que ça c'est quelque chose de négatif ou justement c'est bien parce que ben il se défoule un petit peu sur sa balle? Tu vois, est-ce que tu aurais des petits conseils là-dessus sur le bon jeu Ouais. et qu'est-ce qu'on peut proposer en fait tout simplement à nos chiens en jeu, on va dire simple, à la maison, en balade, etc. Quand on parle de jeu de balle, on parle forcément de jeu de lancer et ça me fait sourire parce que à l'heure où on enregistre, enfin je suis avec des collègues en formation, des confrères en formation et ce matin on a eu justement une discussion sur la balle et sur le fait que c'est parfois difficile de déconstruire l'image qu'on a du chien et de la balle. Et où je disais que même moi en tant que professionnel, il m'a fallu du temps avant de me dire jouer à la balle avec son chien, c'est pas forcément toujours positif et c'est pas forcément toujours un bon moment ni pour lui ni pour nous. Même si parfois, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont hyper heureux de jouer à leur balle, qu'ils sont contents de courir après. C'est pas forcément toujours le cas. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de ton chien, quel est son tempérament, quel est son historique avec la balle, quelle est sa santé physique, tu vois. Est-ce qu'il a des problèmes de mobilité? Est-ce que c'est un jeune chiot? Est-ce que c'est un chien plus âgé? Est-ce que voilà. Euh, et ça dépend aussi de son tempérament et de ce que tu veux travailler avec lui, peut-être par exemple, ou de ce que tu aimerais qu'il développe comme compétences émotionnelles, comme tu vois, qu'est-ce que tu aimerais en fait l'aider à acquérir en fait comme compétences. Euh, alors, pour ma part, je suis pas forcément pour les jeux de lancer tels qu'ils soient, ballon, balle, parce que c'est des jeux qui sont très impulsifs, qui vont favoriser l'excitation. Le chien va pas forcément réfléchir, il va courir, il peut se blesser, il va pas forcément. Enfin voilà. Souvent, quand on jette la balle, le chien il part. Tu vois, il va, enfin peu importe, il y a un arbre, un grillage, un machin, enfin il va foncer, il peut foncer dedans. Il y a pas forcément de côté canalisé et réfléchi. Après, il y a des chiens pour qui tu vas lancer la balle, ils vont juste pas aller la chercher parce que ça les intéresse pas. Ou il y a des chiens, tu vas leur laisser la balle une fois, ils vont aller la chercher, ils vont te la ramener, et voilà, c'est fini, ils vont se poser dans leur coin avec leur balle et voilà. Donc ça dépend des chiens, mais de façon générale, je dirais que pour moi, c'est pas forcément des activités qui vont apporter quelque chose de positif ou des compétences émotionnelles qu'on va venir rechercher avec chez notre animal. Ça sera plutôt, enfin, ce sera un stress qui pour moi est pas forcément toujours positif, c'est pas forcément bon pour le corps. Voilà. Personnellement, j'encourage pas forcément mes clients à lancer la balle. Après, voilà, ça dépend toujours des cas. Tu vois, peut-être que sur un cas, je sais pas, j'en ai pas en tête, mais
Mais c'est ce que je disais, il faut aussi voir quel est tout le contexte qui entoure, enfin, tu vois, quel est ton animal en réalité. Après, il y a des gens qui utilisent la balle pour récompenser leur chien, tu vois, ils la lancent une fois, le chien la ramène. Pourquoi pas? Mais d'expérience, ce qu'on peut voir, c'est que les chiens qui utilisent la balle enfin, je te parle de mon expérience personnelle. Ça ne fait pas, ce n'est Ouais. pas, il n'y a pas d'études scientifiques, il n'y a pas de, voilà. Mais de ce que je peux constater, c'est que les gens qui utilisent le jeu ou la balle pour récompenser leur chien, il y a souvent, alors il y a des chiens qui sont plus intéressés par le jouet que par la nourriture, par exemple, ou par le contact humain. Mhm. Mais il y a souvent ce truc de, c'est difficile d'arrêter, tu vois. Et quand tu l'utilises dans ce sens-là aussi, tu viens souvent créer une excitation derrière, alors que souvent tu cherches plutôt à garder le chien dans un état de calme. C'est rare qu'on me dise, j'aimerais que mon chien soit plus excité. Par contre, c'est Ouais. fréquent qu'on me dise, j'aimerais que mon chien soit plus calme, plus réfléchi, plus posé à la maison, qu'il arrive à se poser, voilà. Donc c'est aussi pour ça que pour moi c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Par contre, il y a d'autres moyens de jouer avec la balle, tu vois. Tout ce que je te disais tout à l'heure, ça peut être aussi la cacher, tu vois. Donc tu laisses ton Mhm. chien dans le jardin, tu la caches quelque part et il doit la trouver. Donc c'est un petit jeu de recherche, il utilise son flair, c'est hyper cool, tu vois. Le fait de flairer pour le chien, le fait de baisser la tête et sentir, en fait, ça va venir ralentir son rythme cardiaque. Ça a une vraie action physiologique sur son corps. Ça vient D'accord. ralentir son rythme cardiaque, ça vient, tu vois, sécréter toutes des hormones propices à l'apaisement et au plaisir. Donc autant en profiter. Et ça permet aussi de partager un moment avec son chien. Ça permet de le laisser travailler en autonomie parce que bah voilà, tu lui caches sa balle et tu le regardes chercher. Des fois, au tout début, il faut y aller progressivement. Donc tu peux l'aider à trouver tout au début, puis petit à petit, qu'il comprenne qu'il doit trouver sa balle. Mais par exemple, la balle, ça peut aussi être un outil. Je sais que, enfin, c'est pareil. Ça dépend du contexte, ça dépend du chien, ça dépend de la problématique, ça dépend aussi de l'humain, tu vois. Moi, je vois des humains, si je leur dis tu lances la balle 2 fois à ton chien, ils sauront pas s'arrêter. Donc en fait, je leur dis tu lances pas la balle et puis voilà, tu vois. Et il y a des personnes où je vois que le chien est capable de jouer, de s'arrêter, et qu'en fait il prend juste du plaisir. Enfin voilà, il y a pas de problème particulier. Bah si je leur dis tu lances 2 fois la balle et puis voilà, si tu la ranges dans ta poche et que le chien il passe à autre chose, bah écoute, si ça vous fait plaisir à tous les deux, fais-le. Mais il y en a chez qui c'est pas possible. Comment on sait du coup que ça leur fait plaisir? Comment tu le vois ça? C'est quoi le critère ou parce qu'on les voit, enfin, moi j'ai plus l'image du chien très excité avec la balle où il en veut encore plus et on lui dit va chercher la balle, il devient tout de suite fou et il est trop Très content, excité. euh, très excité. Est-ce que ça peut être aussi du jeu en fait parce que tu parlais de qu'est-ce qu'on veut avoir derrière cette action de jouer avec la balle? Est-ce que ce qu'on veut, ça peut être tout simplement partager un moment sympa et avoir juste du jeu. Je sais pas si... Oui, ça peut être. Mais oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que à partir du moment où le chien arrive à s'arrêter tout seul, tu vois, il te pose la balle, tu reprends la balle, tu la ranges dans ta poche et il passe à autre chose. Why not? Après, la question c'est est-ce que le chien apprécie? J'ai envie de dire, ça dépend de ton chien, ça dépend de ce que tu fais. Mais c'est vrai que comme tu dis, et comme je disais aussi tout à l'heure, on a cette image du chien, tu vois, souvent on dit ah il sourit, il a la langue dehors, ou il allait beaucoup et tout. C'est pas forcément qu'il est content, hein, c'est surtout que bah il est très excité, il est peut-être très fatigué, il a besoin d'halter, tu vois, il a chaud du coup après sa balle et tout. C'est pas forcément oh il est content. Et souvent quand on regarde, ils sont quand même très crispés au niveau des mâchoires, tu vois, ils ont les yeux marqués, voilà. Donc c'est souvent beaucoup d'excitation plus que du plaisir, mais après ça crée, enfin tu vois, une sorte de dépendance. On dit souvent il y a des chiens qui sont toqués à la balle. C'est une drogue, tu vois. C'est un peu comme une cigarette, tu vois. C'est quelque chose qui va, enfin, il y a une vraie dépendance qui peut se créer. Et dans ce cas-là, bah, c'est plus forcément du plaisir. C'est juste ils sont coincés dans cette boucle de oh mince la balle, je vais la chercher, mince la balle, je vais la chercher, mince la balle, je vais la chercher. Et là, c'est plus forcément bénéfique, tu vois, et c'est plus forcément du plaisir. C'est juste Ok. euh, enfin, tu vois, on dit les chiens sont toqués de façon un peu vulgarisée, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est genre, ils ne voient plus que par leur balle, et en fait, ça les coupe complètement de l'environnement extérieur et de leur humain qui, au final, ne sert plus qu'à lancer la balle. Si tu la lances plus, le chien frustre, il va t'aboyer dessus, te sauter dessus, il a du mal à passer à autre chose. Parfois même, tu vois, ils vont monter sur des comportements qui sont vraiment indésirables, tu vois, t'attraper des vêtements, tirer tes vêtements pour que tu leur lances la balle, ce genre de choses. C'est pas forcément ce qu'on va Ouais. bien rechercher. Si on fait pas ce jeu de balle, admettons on est très habitué à jouer à la balle, lui lancer ou lui mettre dans le jardin et les ballons c'est je peux plus le lâcher, j'aime trop, je cours après, je veux, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chez nous comme activité
avec son chien sans le rendre toqué de la balle. Sans utiliser une balle ou Ouais, ouais, sans utiliser une balle et faire quelque chose qui est vraiment positif pour lui, pour le coup. Alors moi forcément, je te parlerai des activités de flair. Eh oui, on en vient. Voilà, c'est ça. Des activités de flair qui sont quand même, pour moi, les activités à privilégier, enfin chez les chiens, euh, sous forme de jeu, sous forme d'autres activités, mais c'est quelque chose que tu peux faire facilement chez toi. C'est quelque chose que je recommande à, je pense, environ 100% de mes clients. C'est la recherche alimentaire au sol, tu vois. Jeter quelques friandises au sol pour que le chien puisse les chercher. Ça, c'est l'étape numéro une, on va dire, qui peut euh, qui peut être assimilé à du jeu et qui peut aussi être, enfin, tu vois, accompagné tout en travail comportemental ou qui peut accompagner au quotidien, tu vois, se dire, comme je te disais, le fait de flairer chez les chiens, c'est quand même quelque chose qui l'apaise, physiologiquement Ouais. parlant. Et du coup, tu vois, c'est se dire après, je sais pas, un stress intense, positif ou négatif, hein, l'aider à flairer, tu vois, lui jeter des petites friandises pour l'aider à redescendre et à s'apaiser. Et ça peut être aussi un jeu que tu peux créer chez toi. Alors, tu peux commencer progressivement en lui faisant chercher des petites friandises au sol. Et puis petit à petit, tu vois, tu les éparpilles, tu les jettes un peu, tu les sèmes, quoi, on va dire. Et puis après, Ok. petit à petit, tu peux te dire, je vais en cacher une, spécifiquement à un endroit du jardin, et il va devoir la chercher, tu vois. C'est plus difficile, on va dire, parce que c'est plus forcément, il y en a pas plein partout, mais il y en a quelques-unes à droite à gauche. Ou après, il y a plein d'autres activités que tu peux faire, tu vois. On peut aussi utiliser des petites trousses dans lesquelles tu peux mettre la friandise pour la cacher chez toi. Enfin, en fait, c'est quelque chose que tu peux faire que tu un appartement, un grand appartement, un petit appartement, un jardin, pas de jardin, ou même à l'extérieur en balade. C'est juste qu'il faut l'amener progressivement pour que le chien puisse comprendre comment on fait. Mais ouais, le flair, c'est quand même ce qui, pour moi, l'activité la plus propice à partager avec son animal. On n'a pas du tout la bonne vision du jeu, en fait. Bah, souvent le jeu, c'est associé pour moi. Enfin, quand je le vois avec mes clients, c'est pareil, hein, aucune étude là-dessus. C'est vraiment moi, mon expérience personnelle, professionnelle. Le jeu, les gens recherchent souvent une activité qui excite beaucoup le chien. Mm. C'est comme on fait la bagarre, on lance la balle, on lance le bâton, on court, tu vois, on tug, on tire, on prend le jouet, on tire, voilà. Alors ça peut avoir, on peut le faire, hein, ça dépend, enfin il n'y a pas de souci. Comme je disais, ça dépend du chien, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend de plein de choses. Ça peut aussi aider, tu vois, on peut apprendre à son chien à jouer, puis à s'arrêter, à passer à autre chose. Enfin voilà, on peut partager d'autres jeux plus intenses, on va dire. Mais c'est vrai que souvent le jeu est associé à l'excitation, mais le jeu peut aussi être associé à des activités plus apaisantes, qui vont faire plus appel à l'aspect cognitif, à Ouais. la dépense mentale, à réfléchir, à utiliser son nez, à tu vois, enfin des choses plus Bah, qui répondent bénéfiques. vraiment à ses Ouais, besoins, quoi. c'est ça. Et du coup, comment on arrive à choisir la bonne activité en fonction de l'individualité de notre animal? Quand on a, par exemple, un chien senior, un chiot, plutôt des caractères où ça va être très excité, ou alors très calme, très peureux. Comment on sait quelle activité serait plus adaptée à notre chien en fonction de qui il est? Alors, comme tu dis, la première chose, si on veut choisir une activité pour son chien, c'est de vraiment de se poser la question de qui il est, quelle est son individualité, euh, quel est son stade de vie, quel est son tempérament, son caractère, qu'est-ce qui pourrait lui correspondre. Et il y a aussi un autre point à prendre en considération, c'est euh, est-ce que je souhaite l'aider à acquérir une compétence en particulier, tu vois, par exemple, Ok. utiliser son nez, savoir se calmer, tu vois, enfin genre savoir se calmer après une forte excitation, l'aider à réfléchir, l'aider à mieux gérer certaines émotions, de la frustration, l'aider à gérer toute son énergie, voilà. Et l'idée, ce serait de pas forcément, si j'ai un chien, je sais pas. Bon, déjà, il y a des activités qui vont être naturellement éliminées par le stade de vie ou enfin, l'étape de la vie de ton chien ou ses aptitudes physiques, on va dire. Enfin, disons que j'ai un chiot, forcément, je vais éviter. J'ai un chiot de moins d'un an, je vais éviter de lui faire des activités trop physiques avec des sauts, où il court, où il tire, où il tracte. Enfin voilà.
J'ai aussi évité peut-être de lui faire des activités trop excitantes parce que, comme je disais, on me demande rarement d'avoir un chien plus excité. On me demande souvent d'avoir des chiens plus calmes et plus posés. Et c'est vrai que ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc forcément, quand on a un chiot, on va privilégier des activités plutôt douces, on va dire, et qui vont plus favoriser l'apaisement que l'excitation. Ça dépend aussi de son tempérament. Est-ce que mon chien est timide? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce que il est énergique? Est-ce que voilà. Et de justement ce qu'on souhaite acquérir comme compétence. Alors je sais pas, je pense par exemple, je vais te prendre un exemple personnel, mes chiens. Moi j'ai un premier chien, Kobe, qui est un Staffy de lignée sportive, donc de lignée sport, donc qui est un chien qui a beaucoup d'énergie, qui est très impulsif, qui a du mal à se poser, mais qui en même temps est très sensible, mais qui a quand même confiance en lui et qui a plutôt tendance à foncer et réfléchir après. Bon, maintenant il a bien changé, mais on va dire que c'était un peu sa ligne de départ quand j'ai dû choisir une activité. Du coup, moi, ce que je voulais, c'était que, bah, justement, alors, l'erreur que j'ai faite au tout départ, c'était vraiment de lui proposer des activités très impulsives pour justement me dire, ah, bah, il est hyper impulsif, hyper énergique, bah, je vais lui proposer des activités qui vont dans ce sens. Comme ça, bah, il sera content, voilà. Sauf qu'en fait, je le maintenais dans un niveau d'énergie très haut. Il devenait de plus en plus impulsif, il réfléchissait de moins en moins, il fonçait, enfin, voilà. Et de la frustration aussi, niveau frustration, enfin, ça l'aidait pas du tout. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que ça serait intéressant, justement, de trouver une activité qui va lui aider à acquérir d'autres compétences que je recherche chez lui et que j'aimerais qu'il puisse avoir pour lui se sentir mieux dans ses pattes et être tout le temps moins au taquet, moins stressé, arriver à se poser, à dormir, à réfléchir, enfin voilà. Du coup, je me suis tournée vers des activités plus où on fait appel à tout ce qui est l'aspect cognitif, qu'est-ce que l'aider à réfléchir, l'aider à acquérir d'autres compétences, donc d'autres compétences émotionnelles comme le fait de savoir se poser, le fait de réfléchir, le fait de Ouais. tu vois se dire ok peut-être que là j'ai pas fait le bon choix, mais je vais continuer tu vois, je vais pas lâcher, je vais continuer à chercher. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai un peu délaissé les activités, on va dire, physiques, impulsives, énergiques, comme toutes les activités. Enfin, tu vois, moi, je faisais du canicross avec lui, de l'athlétisme canin, enfin voilà, ce genre de choses. Et je me suis tournée plus vers des activités de flair, et notamment le training, parce que j'avais envie aussi de l'aider à découvrir une autre facette de lui, et qui pourrait l'aider aussi dans son quotidien à toujours être, tu vois, parce qu'en fait, il était vigilant, il était couché, le moindre bruit, t'as ok, dès que je bougeais, t'as ok, on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, on va où, enfin voilà, il était tout le temps de plus en plus en demande. Donc j'ai fait ce choix-là. Ma deuxième chienne, donc Vénice, qui est une malinoise qui a maintenant bien 6 mois, elle va sur ses 7 mois, elle grandit très vite, qui a un tempérament complètement différent de mon chien. Alors c'est un malinois de lignée de travail, mais qui pour le coup est un chien qui est très observateur. Elle n'a pas forcément confiance en elle ni en ses choix. Elle a du mal à faire ses choix par elle-même. Euh, Ok. Elle a du mal à se faire confiance, à se dire prendre des initiatives, voilà. Mais j'aurais pu lui proposer des activités, on va dire, plus impulsives. Mais j'ai fait le choix de pas le faire parce que ça reste un malinois de ligne de travail et que voilà, aujourd'hui c'est un chien qui est très calme, qui sait se poser, voilà, c'est quelque chose que je voudrais garder chez elle. Et elle est très bien dans ses pattes comme ça, mais en même temps, j'avais envie de travailler chez elle ce côté prise de confiance, prise d'initiative, Mm. Ouais. se faire confiance, avoir confiance en ses choix, ne pas lâcher dès que ça devient trop difficile, parce que c'est des compétences émotionnelles et comportementales que j'aimerais travailler chez elle, parce que j'aimerais que ça puisse aussi l'aider au quotidien, tu vois. Mm. Pas toujours attendre que je lui dise quoi faire, parce que c'est pas non plus la vision que j'ai pour mes chiens et ce que j'apprécie. Enfin, tu vois, j'aime qu'elle puisse se dire, ok, j'ai envie de faire ça, ben je vais le faire, tu vois, qu'elle devienne plus autonome, peut-être pas indépendante, mais plus autonome. Enfin, il y a une nuance entre indépendance et autonomie. Souvent quand je dis aux gens, c'est très important de développer l'autonomie de votre chien, ils ont l'impression il y a une confusion qui peut se faire, que c'est, bah, justement, je vais arrêter d'aller caresser mon chien, d'aller vers lui et tout. Non, c'est pas ça. L'autonomie, c'est que votre chien soit capable de faire ses propres choix. Du coup, pour moi, l'autonomie, c'est une des compétences de vie qui est essentielle à acquérir chez le chien. Et d'autant plus chez mes chiens, voilà, j'ai envie qu'ils soient autonomes et c'est voilà, et parce que je pense que voilà, si on veut que son chien soit bien dans ses pattes, il faut aussi qu'il soit capable de prendre ses propres décisions et de nous les exprimer. C'est aussi pour ça que je me suis orientée vers comme Kobe en fait, je l'ai mise au training parce que bah ça l'a fait un peu travailler, ça lui fait travailler des compétences, voilà. Enfin aujourd'hui elle a du mal. Alors c'est assez drôle parce que tu vois ils ont débuté la même activité tous les deux de façon complètement différente.
où Ok. Kobe a de suite très bien compris et il rentrait à fond dans le truc, il était hyper motivé, enfin voilà. Là où Venise, on prend plus le temps de travailler, bah, justement sa prise de confiance, son autonomie, le fait qu'elle se repose moins sur moi et qu'elle soit en capacité de faire ses propres choix. Donc forcément, c'est un accompagnement qui est progressif. Et le fait de le Mhm. faire avec une activité, ça permet de le faire aussi avec quelque chose qui sort du quotidien, qui est plaisant pour le chien. On essaie de la motiver à mort, sous forme de jeu, tu vois, parce que ça reste un jeu. Enfin, tu vois, ça reste une activité de loisir. Ça reste le but, mon but premier pour mes chiens ou pour moi ou pour un de mes clients, c'est que tout le monde prenne du plaisir en fait. Le but du jeu, c'est pas de faire une activité pour gagner des prix Oui. euh, ou pour faire un truc. Enfin, tu vois, c'est pas ou pour faire, je sais pas, la plus grande piste, le plus grand. Moi, ce que j'ai envie, c'est que mes chiens prennent du plaisir et surtout que bah ils puissent apprendre quelque chose. Si on devait résumer ce qui est important pour voilà, choisir une activité pour ton chien, c'est vraiment de se dire qui est mon chien et vers quoi je veux l'accompagner pour être un chien bien dans ses pattes. Voilà, un chien un chien autonome, capable de faire ses choix, de les exprimer, capable de vivre enfin dans notre société, capable de voilà. Alors chaque besoin est différent et adapté, tu vois, forcément à ton chien, à ce que tu attends, ce que tu vois, si mon chien vit en ville, forcément, tu as un besoin qui est peut-être différent que si ton chien vit à la campagne, enfin voilà. Malgré que ça reste des Mm. chiens, ils ont les mêmes besoins. Mais tu vois, par exemple, où tu vis à la campagne, tu croises 2 chiens par jour, c'est différent que tu vis dans Paris, tu croises 2 chiens par minute. Donc, tu as peut-être Ouais. des besoins qui sont différents aussi dans ce que tu veux dans ce que tu veux apprendre à ton chien, acquérir à ton chien, dans ce dont ton chien a besoin. Et si jamais aussi, pas hésiter à en parler à un professionnel du comportement, s'il y a déjà quelqu'un qui vous accompagne ou si vous sentez le besoin d'être accompagné dans le choix de l'activité. Il existe plein d'activités qu'on peut faire avec son animal. Donc, Oui, c'est sûr. Donc, le flair, enfin, les activités olfactives sont ultra importantes. C'est la base quand on a un chien, c'est de savoir que son nez, c'est tout en fait. C'est comme ça qu'il voit le monde. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler du man trailing que tu viens nous oui, présenter aujourd'hui, cette activité que de plus en plus de dog parents font. Euh, Qu'est-ce que c'est que le man trailing et qu'est-ce que ça apporte à nos chiens? le man trailing, c'est une activité de recherche de personnes disparues. Donc le but du jeu, c'est que ton chien retrouve une personne qui est cachée. Alors, on recherche pas des vraies personnes disparues. On recherche des personnes qui vont se cacher. C'est du loisir, je le rappelle. Enfin, je dis c'est du loisir. Le cadre dans lequel je le propose et le cadre dans lequel je t'en parle aujourd'hui, c'est une activité de loisir. C'est que ton chien puisse retrouver une personne disparue à l'aide de son fil. Ok. Donc c'est une personne en particulier, une personne qui va déposer son odeur en début de piste, qui ensuite va aller se cacher, et du coup ton chien devra la retrouver à l'aide de son flair. Et donc, c'est quoi la différence avec le nose work? Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas encore entendu ce mot. Et le pistage. Parce qu'on parle Ok. beaucoup de nose work et de Ouais. pistage. Le man trailing, du coup, enfin, comment il intervient entre ces deux pratiques-là? Alors, le nosework, c'est une pratique qui est différente. Ce n'est pas une pratique de pistage, c'est de la détection. C'est un peu comme bah, un travail comme je sais pas, les chiens qui détectent les explosifs dans les aéroports, par exemple. Et l'objectif, c'est de retrouver une odeur spécifique dans Ok. un endroit où elle est cachée. Ça peut être une pièce, ça peut être en extérieur, ça peut être sur une voiture, ça peut être voilà. Quand tu fais du nosework, ton chien apprend à détecter une odeur en particulier et à la retrouver dans un environnement spécifique et à la marquer. Alors, nous on dit marquer, mais c'est tu vois avec, enfin il va s'arrêter dessus souvent. Ou il s'assoit devant, mais c'est souvent il s'arrête dessus. Le nosework c'est quand même une pratique très particulière où le chien détecte des odeurs spécifiques. Ok. Du coup, c'est une activité de flair, mais qui est complètement différente des activités de pistage. Le pistage, c'est un terme qui englobe plusieurs activités, qui consiste à retrouver un humain disparu. Ok. Le man training fait partie des activités de pistage, et tu as d'autres activités comme par exemple le pistage français ou la recherche utilitaire. Alors, les différences, c'est que par exemple le man trailing, le chien, on lui demande juste de retrouver une personne spécifique qui a disparu, c'est-à-dire que
S'il y a 10 personnes sur la zone, il faut qu'il retrouve vraiment la personne dont il a pris l'odeur en début de piste. Ok. Et en fait, on lui demande de l'utiliser en suivant l'odeur, naturellement. On lui demande pas de suivre exactement la piste qu'a suivi la personne, mais de s'aider de l'odeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'odeur peut se déposer au sol. Quand tu marches, en fait, par exemple, en fait, tu produis de l'odeur en continu. Et quand tu marches, ton odeur se dépose au sol. Et la trace de tes pas aussi, par exemple, quand tu marches dans l'herbe, tes pas vont venir, alors nous on dit blesser le sol. En fait, tes pas écrasent l'herbe et donc viennent créer aussi une odeur supplémentaire en plus de celle de ton corps que tu produis naturellement, et qui est plus forte. C'est un peu comme quand tu fais un mojito, tu vois, quand tu piles la menthe, ça sent plus fort. Bah, c'est le même Ok. principe avec l'herbe. Donc le chien peut céder des odeurs au sol, donc des odeurs soit de la blessure du sol, soit des tiennes. Donc on sait qu'ils utilisent les deux, mais on ne sait pas exactement à quel pourcentage. Ou il peut céder des odeurs plus volatiles qui sont dans l'air, qui sont les odeurs plus volatiles, plus légères, qui vont se déplacer autour de toi comme un petit nuage. C'est un peu, tu vois, mais qui vont pas rester spécifiquement sur la piste. C'est un peu comme quand Ok. tu fais un barbecue, l'odeur reste pas toujours au-dessus du barbecue, mais avec le vent, elles peuvent aller un peu à droite, un peu à gauche, voilà. Donc le chien peut céder des odeurs du sol, des odeurs qu'il va trouver en l'air, ou des odeurs qui vont aller s'accrocher sur des supports. Par exemple, tes molécules odorantes volatiles, quand elles vont s'envoler, elles peuvent s'accrocher ou être contenues, on va dire, par un buisson qui est à côté. Du coup, au main training, le chien a le droit doit suivre l'odeur, mais de la façon dont il le souhaite. Et souvent en piste, il va utiliser plusieurs de ces trois techniques, on va dire. Ensuite, t'as une autre discipline qui souvent est le pistage français. Souvent, c'est les deux les plus connus avec la recherche utilitaire. Trois, du coup. Le pistage français, en fait, le chien doit suivre une trace exacte au sol. Donc, il suit surtout la blessure du sol quand tu marches au pied. Donc, il ne doit pas s'éloigner de sa piste, en gros. Et ensuite, la recherche utilitaire, c'est un peu le même principe, sauf que tout au long de la piste, il va trouver des objets avec l'odeur de la personne que la personne aura laissé, qu'il doit marquer. Ouais. Donc, dire, cet objet appartient bien à cette personne. Donc, il a quand même moins la possibilité de s'écarter de sa piste, comme au man trading, parce que des fois les odeurs peuvent aller très loin, tu vois, et un chien peut complètement dévier de sa piste, mais malgré tout retrouver l'humain qui doit rechercher. Le pistage, c'est ça, c'est le mot global qui englobe plusieurs disciplines. Une séance de man trailing, ça se passe comment? Il y a plusieurs chiens, il y en a qu'un, il y a plusieurs personnes, combien de temps ça dure? Est-ce que la personne qui doit être flairée pour être retrouvée, est-ce qu'elle a une friandise pour qu'il y ait déjà un petit truc appétant si elle en a jamais fait? Comment ça se passe en fait? C'est quoi le rôle de chacun et comment c'est constitué la séance? Tous les coachs ne pratiquent pas avec même nombre de participants de la même façon. Moi, par exemple, je te parle dans mon cas, et dans le cas des Man Training Addicts, qui est le groupe auquel j'appartiens, enfin, on est plusieurs coachs, on partage la même éthique, la même vision du man training et on a été formés de la même façon et donc en fait on retrouve on a chacun notre individualité, mais on pratique le même man training, on va dire, et on enseigne le même man training. Du coup, on a des groupes de 5 personnes généralement, donc c'est une activité de groupe qui se pratique en groupe, puisque pour pouvoir pister, on a besoin de plusieurs personnes. Donc en général, il y a 5 participants, donc c'est humain et chien, c'est des binômes humain-chien. La séance se déroule à peu près si t'as 5 participants, c'est à peu près 5 heures, je compte 1 heure par participant. Et il y a 2 passages à chaque fois. Et tous les participants restent tout le long de la séance. Comment ça se déroule? En gros, les chiens arrivent, enfin tu arrives, tu as ton chien reste dans la voiture, donc il attend dans la voiture, il se repose en général donc, dans ce temps-là. Et nous, il y a toujours quelqu'un qui surveille la voiture, qui est là pour vérifier que les chiens vont bien. Donc les chiens ne restent jamais sur la voiture. Et ensuite, les binômes passent à tour de rôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec les chiens, à moins que ce soit désiré par 2 personnes, on va dire Ok. deux humains enfin 2 chiens qui se connaissent. Enfin, mais sinon, il n'y a pas de contact avec les chiens. Donc même si ton chien est actif chien, il peut tout à fait participer à l'activité de groupe. Et donc les chiens sortent à tour de rôle. Une des personnes du groupe, donc un autre humain d'un chien qui est au repos, va partir se cacher. Donc on prépare ce qu'on appelle un objet odorant, une petite odeur. Souvent c'est un objet qui porte une odeur, ça peut aller de ta coque de téléphone, je sais pas, tu mets un petit bout de Ok. tissu dans ta poche, voilà. Donc il dépose son odeur en début de piste et donc du coup
Moi, je lui dis où aller se cacher, parce que forcément, la piste est adaptée en fonction du niveau du chien, en fonction de l'environnement, en fonction de la sensibilité du chien. Voilà. Forcément, chaque piste est différente et chaque piste est adaptée au binôme qui va pister. Donc, je lui dis où aller se cacher. Donc, la personne va se cacher et une fois qu'elle est cachée, bah du coup, le binôme entre en piste. Au début, c'est un peu particulier. Le chien voit partir l'humain parce que le but du jeu, c'est qu'il puisse comprendre que bah il doit chercher un humain qui pose une odeur. Donc au début, il a quand même besoin de voir partir la personne pour se dire, ok, il y a un truc là qui est relié à cette personne qui est partie en courant, qui était un peu bizarre et qui en plus a pris ma récompense. Donc parce que tu parles de récompense, donc ça peut être soit récompense alimentaire, soit un jouet, soit ouais, souvent c'est dans la majorité des cas c'est la récompense alimentaire. Il y a certains chiens qui préfèrent le jouet. Et la finalité, du coup, c'est que le chien ne voit plus partir la personne, ni le chien ni l'humain, et que du coup le binôme arrive en début de piste, le chien prend l'odeur laissée par la personne qui est allée se cacher, qu'on appelle le traceur, et ensuite à partir de là il part jusqu'à retrouver son traceur qui est caché, et une fois qu'il a retrouvé son traceur, il a droit à sa récompense. Et donc comme je te disais, c'est une récompense alimentaire. Bah, honnêtement, je pense que 95% des chiens ont une préférence pour la récompense alimentaire, qui reste quand même de haute valeur. Souvent, ouais, souvent on demande des récompenses, tu vois, des choses que les chiens ont pas au quotidien. Ça peut être, je sais pas, du kiri, de la sardine, des knackis, des trucs vraiment de haute valeur. Et parfois, il y a des chiens qui préfèrent le jeu. Donc dans ce cas-là, bah, on joue avec lui. C'est comme en éducation, c'est le chien qui va choisir quelle est sa récompense et ce qu'il préfère et comment on va la récompenser. Et le but du jeu, voilà, c'est que il est quand même une petite récompense parce qu'il fournit, on se rend pas compte parce que souvent ça dure très peu de temps, tu vois, une piste elle est pas forcément longue. Mais ça leur demande beaucoup d'efforts et beaucoup de réflexion et beaucoup, voilà. Donc, on les récompense quand même en fin de piste pour tout le travail qu'ils ont fourni. C'est le duo humain-chien qui reste tout le temps ensemble. C'est eux qui vont travailler et rechercher une personne extérieure qu'ils ne connaissent pas. Voilà, l'humain travaille avec son chien. Et du coup, enfin, sur chaque séance, le binôme humain-chien passe 2 fois. On fait 2 tours en gros, voilà. Et ensuite, bah du coup, c'est si tu viens avec ton chien, tu feras 2 pistes. Tu iras te cacher 2 fois pour le chien d'un autre participant et tu resteras 2 fois aux voitures. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est des fois, on fait des exercices techniques. Donc, par exemple, tu peux, on va dire, bah, le traceur va partir et je peux te demander de venir couper la piste du traceur pour créer ce qu'on appelle, tu vois, une contamination. Enfin, le chien devra discriminer l'odeur de son traceur de la tienne, c'est-à-dire qu'il devra se dire, ok, celle-là, c'est pas la bonne personne que je cherche. La bonne personne que je cherche, c'est bien celle qui allait tout droit et pas celle qui a coupé, tu vois, par exemple, pour retrouver sa personne. Mais du coup, ça, c'est des exercices techniques qui sont introduits petit à petit en fonction des chiens, en fonction de ce qu'on travaille. Quand on commence à avoir des bonnes compétences en duo avec C'est son ça. chien. Et c'est comme tout, en fait, c'est un travail progressif. Donc, on commence facile et petit à petit, enfin, la base, déjà, c'est de travailler l'émotionnel du chien. Être sûr que le chien est en confiance dans ce qu'il fait, qu'il est motivé. Par exemple, s'il y a des chiens qui sont réactifs humains, être sûr que des chiens qui sont pas forcément à l'aise avec l'humain, qui n'ont pas envie d'aller vers, ou qui peuvent présenter des comportements agressifs s'ils vont vers l'humain. On essaie d'abord de travailler tout ça et ensuite Et on oui. travaille sur tous les éléments techniques. Bah oui, c'est ce que j'allais te poser comme question pour qui est fait le man-trailing parce que c'est vrai qu'il y a certains chiens qui n'ont bah du coup jamais vraiment fait d'activité comme ça en extérieur avec d'autres Mm. personnes, surtout avec un gros travail de flair, peut-être qu'ils n'en ont jamais fait pour le coup, même Oui. si tous les jours ils utilisent leur flair, mais pas comme ça. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais fait ce type d'activité avec son chien et qui a par exemple un chien qui a beaucoup de peur ou de l'anxiété ou beaucoup trop d'énergie ou tu vois, pour qui du coup est vraiment fait le man trailing? Alors, j'aurais envie de te répondre que c'est fait pour tout le monde. Peu importe la particularité de ton chien, on va dire, d'un point de vue, si t'as un chien sensible, si t'as un chien anxieux, que t'as un chiot, un senior, euh, tout le monde peut participer. Bon, bien sûr, il faut que ton chien puisse se déplacer, hein, tu vois, Oui. parce que ça reste quand même une activité où il a besoin de se mouvoir. Mais dans tous les cas, mon travail en tant que coach, c'est d'adapter la piste à ton chien et à toi aussi, tu vois. Enfin, c'est s'adapter au binôme et d'adapter l'environnement et tout ce qu'on va faire, en fait, tout le travail qu'on va faire pour que tout le monde puisse venir participer
au man training. Et c'est aussi pour ça que moi j'adore cette activité, c'est qu'elle s'ouvre. Tout le monde peut venir avec son chien. Tous les chiens, dans la grande majorité, on va dire 99% des chiens peuvent pratiquer le man training. Et après, tu vois, forcément, ça demande des adaptations. Parfois, on va commencer par des séances individuelles parce que t'as un chien qui est très réactif envers les humains ou t'as un chien qui est phobique de son environnement, donc on va y aller tranquillement. Au début, on fera des pistes. Enfin, on travaille aussi. Enfin, nous, les chez Man Training Addict, on utilise un terme qui est Terra Training, en fait, qui en gros, c'est l'utilisation du man training pour aider à travailler les chiens les plus sensibles ou les plus réactifs ou qui ont vraiment des problèmes comportementaux importants. Donc on se dit, ok, important ou pas en fait, en vrai, quand j'y pense, mais tu vois, c'est comme je te disais par exemple, le plus important, c'est de d'abord travailler l'aspect émotionnel avant de venir travailler l'aspect technique. Tant qu'on n'a pas réglé ce truc de le chien est motivé, le chien n'a plus de peur ou du moins est capable de travailler, enfin ça sert à rien d'aller plus loin. Le but du jeu, c'est quand même que le chien se sente en sécurité et qu'il se sente Mhm. bien quand il vient pister. Mais oui, du coup, c'est une activité qui est ouverte à tous. Et comme je disais, en fait, les chiens passent un par an, il n'y a pas forcément de contact. Donc, si ton chien n'est pas à l'aise avec ses congénères, il n'y a pas de souci. En piste, souvent, en fait, quand les chiens, alors on va pas se mentir, mais une très grande majorité des gens qui font du man training avec leurs chiens ont des chiens qui soit sont sensibles, sont craintifs, enfin peuvent être réactifs vis-à-vis de leurs congénères, des autres chiens, donc ils sont Ok. pas forcément à l'aise en présence des autres chiens ou en présence d'humains, ou enfin donc du coup souvent les autres participants ont quand même l'habitude de s'adapter au groupe. Et par exemple si ton chien n'est pas forcément à l'aise avec les autres chiens, de toute façon il va sortir tout seul. Et en piste, les autres participants sont capables de dire ah attention tu vois il y a un chien qui arrive et du coup de gérer la situation Ouais. pendant que toi tu peux pister avec ton chien. Donc c'est ça qui est hyper et c'est aussi pour ça que c'est une activité de groupe parce que ce que j'ai oublié de te préciser c'est que quand tu ne fais pas enfin quand tu ne pistes pas avec ton chien, que tu n'es pas traceur ou que tu ne restes pas aux voitures, souvent le groupe suit pour observer la piste des autres chiens parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Et il peut aussi venir en soutien en cas d'un problème, tu vois, un chien qui fonce sur le binôme qui est en train de pister, ce genre de choses. Donc forcément le coach, enfin moi j'interviens, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour dire attention, ne laissez pas votre chien venir ou voilà. D'accord. Donc c'est vrai que souvent dans un groupe de man trailing, on a des personnes dans la majorité du temps qui savent quand même bien s'adapter aux autres chiens et c'est aussi mon rôle de dire aux gens attention, tu vois, là c'est un chien qui a telle sensibilité ou qui a tel tempérament ou qui est comme ça. Attention de pas trop l'exciter, attention de pas trop s'approcher, attention aux autres chiens, laissez-lui un peu sa Ouais. tranquillité, tu vois. Donc Ce cadre c'est sécurisé, en fait, qui est ouais, c'est ça. indispensable quand on fait du man trailing. Et toute autre Exactement. activité aussi, mais. Ouais, ça ouvre un cadre, ça offre un cadre sécurisant et souvent ce qu'on constate c'est que par exemple des chiens qui peuvent présenter des craintes vis-à-vis de l'humain ou qui peuvent présenter de l'agressivité vis-à-vis de certains humains ou quoi, Mhm. quand ils reviennent au man trailing, euh, à force de revenir, ils comprennent qu'en fait ils sont dans un groupe où au final personne va les calculer, on va les laisser tranquilles parce que les humains, enfin, savent au fur et à mesure. Puis forcément, à force de revenir, tu Ouais. crées un groupe, tu vois, les gens commencent à se connaître et tout. Et du coup, les chiens sont beaucoup plus à l'aise dans l'environnement et ils finissent par arrêter de réagir, enfin tu vois, ou se sentent beaucoup plus à l'aise quand ils viennent faire du man training. Mais c'est génial. Et est-ce que Ouais. tu as déjà fait, du coup, c'est des séances comme ça, des sessions de man trailing avec des chiots? Est-ce que c'est conseillé de faire ça jeune ou faut quand même attendre qu'ils aient à peu près 1 an, 2 ans Non, pas du tout. passé? Tu peux commencer Non. dès que tu adoptes ton chien. Bon, bien sûr, la priorité, ça reste quand même, tu vois, que son chien prenne ses aises chez toi, que ton chiot, tu vois, que tu commences à créer du lien avec ton chien, tout ça. Mais tu peux, tu vois, dès 2 mois, en fait, un chien peut pister. Forcément, ça va être adapté. Mais ça aussi, Oui. c'est mon rôle, tu vois. C'est mon rôle de créer quelque chose de progressif, d'adapter à ton chien, parce que déjà physiquement, un petit chien, un chiot, forcément, il se déplace moins longtemps, il va pas tracter, il va pas tirer sur sa longe. Il va faire des plus petites pistes, il se distrait plus facilement, il a moins de concentration, il se fatigue plus vite. Donc forcément, on va adapter, tu vois, à l'âge du chien. Mais il n'y a pas de souci, tu peux venir dès le plus jeune âge. Et au contraire, tu vois, ça va lui permettre de commencer dès le plus jeune âge à profiter des bienfaits, tu vois, du mentoring. Et ça se pratique où? C'est plus en forêt, en ville, dans un jardin? On peut en faire où du man trailing? Est-ce que c'est vraiment concentré sur Paris? Est-ce qu'il y en a un petit peu partout en France? Qu'est-ce que tu Alors, peux nous dire là-dessus? tu peux en faire
Dans différents environnements, tu peux en faire en forêt, tu peux en faire dans des environnements dits semi-urbains, tu vois, dans des parcs, Ouais. enfin, tu vois, on peut aussi pister dans des petits lotissements, dans des parcs des sports, voilà. C'est juste que les environnements n'ont pas le même niveau de difficulté. Par exemple, souvent la forêt c'est plus facile parce que bah il y a beaucoup de matière verte. Donc quand tu marches sur le sol, comme je te disais, bah tu vois la blessure du sol. Et souvent bah Ouais. t'as les arbres qui contiennent les odeurs. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Et souvent en forêt, nous on piste en dehors des chemins, donc dans des petits sous-bois. Il y a moins de monde, donc moins de contamination d'odeurs. Donc par contre, si t'as un chien qui te prédate un peu, qui chasse, qui a tendance à partir chasser, peut-être que ça peut être plus distrayant pour lui, donc ce sera peut-être plus difficile. Mais Ok. globalement, la forêt reste l'environnement le plus facile. Euh, et ensuite, tu vois, les environnements semi-urbains deviennent plus complexes parce que souvent, il y a moins d'arbres pour contenir les odeurs. C'est souvent des espaces qui sont plus ouverts. Mhm. Euh, le sol aussi peut rajouter des difficultés. Par exemple, c'est plus facile de pister sur de l'herbe que de pister sur du goudron ou sur un chemin en terre. Et souvent, dans des espaces plus semi-urbains aussi, tu as beaucoup plus de passages d'autres chiens, d'autres personnes. Donc c'est un travail du chien qui peut se dire, je reste concentré sur la personne que je dois chercher et j'oublie tout ce qui se passe Ouais. autour de moi. Et il y a aussi plus de distractions, des voitures, des chats, et c'est souvent des environnements dans lesquels les chiens, enfin certains chiens sensibles ont plus de mal à évoluer. Théoriquement, ça se pratique partout. En pratique, il faut quand même, tu vois, mettre une progressivité quand tu introduis les différents lieux de pistage, mais Ouais. ça, c'est aussi le travail du coach de choisir un lieu adapté en fonction des Oui. participants qui sont inscrits sur sa séance et en fonction de la sensibilité de ton chien aussi. Euh, Certains environnements seront plus faciles que d'autres. Par exemple, je pense que j'ai l'exemple là qui me vient en tête d'une petite chienne en ce moment avec qui je travaille, qui est une chienne qui est très sensible, qui est très craintive de son environnement et qui est petite. Elle fait 2 kilos. Donc, tu vois, c'est un tout Ah petit chien. ouais. Ouais, pour te dire que c'est vraiment ouvert à tous les chiens. Enfin, tu vois, souvent on se dit, mais Ouais. c'est un petit spitz de 2 kilos. Et en fait, souvent, au début, on a commencé en forêt parce que, bah voilà, je me suis dit, bon, bah la forêt, c'est plus facile. Son humaine m'avait dit, oui, la forêt, ça devrait aller, tout ça. Puis en fait, on s'est rendu compte que marcher sur les feuilles, ça fait du bruit. Marcher sur une branche, ça fait du bruit qui peut surprendre. Parfois, ça longe, parce que du coup, le training se pratique avec une longe entre le chien et toi, tu vois. Ça longe, se coince dans une toute petite ronce, mais en fait, elle est tellement petite que ça lui mettait un petit tac. Du coup, bah, comme elle avait pas trop confiance dans ce qu'elle faisait, elle était, ah, je sais pas. Donc, en fait, la forêt est devenue un environnement qui était un peu trop difficile pour elle. Et de travailler dans des environnements un peu plus semi-urbains, bah, forcément choisis, hein, dans des endroits qui sont plus faciles. Ouais. En fait, vu c'est un environnement dans lequel elle a plus l'habitude d'évoluer, et c'est un environnement où elle voit un peu plus, enfin, elle se sentait beaucoup plus à l'aise. Donc du coup, on travaille Ok. là, tu vois. Alors que pourtant, vu qu'elle débutait, on aurait plutôt tendance à se dire on va travailler en forêt. Du coup, faut aussi s'adapter à l'individualité de chaque chien. Mais ça, c'est aussi le travail du coach, tu vois, d'être capable Et oui. d'identifier quel sera le terrain le plus propice pour le chien. Du coup, oui, ça peut se pratiquer dans différents environnements. Après, par contre, moi, je pratique pas du tout dans les centres-villes, dans les villes, dans Paris, parce qu'en fait, il y a Mhm. trop de monde, c'est trop dur. Et même les chiens les plus expérimentés que je connais seraient pas capables de pister. Tu vois, il y a des environnements genre les centres commerciaux quand il y a beaucoup de monde le samedi, les fêtes foraines, le plein centre-ville, Paris, ou même tu vois Vincennes, c'est hyper dur, beaucoup d'odeurs, enfin, tu peux trouver certains endroits, mais au final. Tu vois, c'est des environnements qui sont beaucoup trop difficiles pour les chiens. Et moi, je te dis, même les chiens les plus expérimentés que je connaisse, je pense soit ils auraient beaucoup trop de mal et ils prendraient pas de plaisir à pister dans ce type d'environnement, Ouais. soit ils y arriveraient pas et on devrait trop, enfin, tu vois, ça irait pas. Donc, il y a des endroits Ouais. que j'hésite quand même. Mais ça paraît logique aussi, enfin avec la densité et le monde, d'être Ouais, un endroit pas du tout propice pour faire ce genre de choses. Oui. c'est ça. Et qu'est-ce que tu as vu que ça, enfin qu'est-ce que ça a pu apporter aux chiens que tu as eu jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois comme bénéfice à la pratique du man trailing, que ce soit côté du chien, côté de l'humain et côté du duo? Côté du chien, ça dépend des chiens, mais je trouve que ça permet d'acquérir beaucoup de compétences émotionnelles, notamment d'apprendre à tu vois, petit à petit, gérer sa frustration, se canaliser, canaliser son énergie,
euh, parce que forcément, il faut se concentrer. Et souvent, les chiens sont hyper motivés par la piste, donc ils auront tendance à se concentrer sur leur piste. Et pour réussir, des fois, il faut réfléchir. Il faut se dire, ok, il y a ça, t'emballes pas trop. Tu vois, donc ça apporte quand même des compétences, de la réflexion, euh, la réflexion, pas lâcher, se faire confiance. Je vais y aller. Et comme je te disais, tout ce qui va être autonomie, prise de décision. En fait, le point numéro un, c'est que dans le training, c'est que nous, on ne connaît pas, on est incapable de remonter l'odeur. On doit faire 100% confiance au chien. Donc, Ok. quand un chien part en piste, alors moi, souvent, je connais la piste parce que j'ai dit à peu près, je sais à peu près où la personne est passée, et même encore, elle peut se tromper. Ouais. On a une petite application qui me permet de recevoir la piste, mais parfois je la regarde, parfois je la regarde pas, mais je sais à peu près où est passée la personne, mais je suis incapable de remonter l'odeur. Donc peut-être que l'odeur a dévié complètement sur la gauche et je ne le sais pas. Donc voilà, il faut faire confiance au chien, mais du coup, le chien ne peut compter que sur lui sur certains instants, tu vois. Donc il faut qu'il prenne des décisions, il faut que, tu vois, ça va aussi développer son Ouais. autonomie, au-delà de tout ce que je te disais de ses compétences émotionnelles, de arriver à se canaliser, gestion de la frustration, et puis ça vient aussi répondre à son besoin d'activité, et il utilise son flair. Donc, Mhm. tu vois, ça revient sur ce que je te disais, le fait d'utiliser ton flair, ça vient t'apaiser, ça vient, voilà, donc tu Oui. favorises aussi un peu cet apaisement. Ça vient les dépenser cognitivement, physiquement aussi, parce que mine de rien, alors pas tous les chiens, mais une majorité des chiens tractent quand même beaucoup sur la longe, tu vois, parce que ils sont dans leur piste, ils vont à fond et tout. Donc en fait, ça vient aussi répondre à une grande partie des besoins du chien, et ce qu'on voit, c'est que souvent ils sont cuits à la fin de la journée et Ouais. ils dorment bien. Donc oui, pour les bénéfices, tu vois, je pense que ça va être surtout l'aspect compétences émotionnelles, compétences de vie. Donc tu vois, l'autonomie, la prise de décision, se faire confiance, avoir confiance en ses choix, ne pas lâcher, tu vois, être pugnace. Et c'est des compétences qui sont utiles au quotidien, tu vois. Se Oui. dire, ok, je sais pas, j'ai un choix à faire. Ok, mais je suis capable de faire mes choix. Enfin, tu vois, alors je te dis pas que ça va se Mhm. transposer, se généraliser pour tous les chiens, mais c'est quand même, tu vois, ils vont apprendre à faire confiance en leurs choix, à faire, tu vois, à se dire, ok, vas-y, je fais quoi? Je vais voir le chien, j'y vais pas. Ah non, tu vois, peut-être que le bon choix, c'est de pas y aller. Allez, je fais confiance, tu vois, en ce que je ressens. Et l'anthropomorphisme peut-être un peu en disant ça, mais bon, mais c'est un peu ce qu'on peut constater en fait, c'est que ça va permettre d'acquérir des compétences qui souvent se généralisent et viennent aussi sont bénéfiques aussi au travail du quotidien en fait et à la Ah vie du oui. quotidien du chat. Côté humain, ça vient donner une autre image de son animal parce que souvent les gens ils disent ah, tu vois, il y a plusieurs choses qui reviennent, c'est ah, je pensais pas qu'il en serait capable parce que des fois les gens ils disent ah mais moi mon chien tu sais il aime bien le canapé ou moi mon chien des fois il arrive pas à retrouver une croquette dans le jardin ou voilà et donc souvent les gens ont ce truc de OK, il l'a fait, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est hyper positif et bénéfique dans la vision qu'on peut avoir de son chien de se dire OK, Mhm. il est capable de faire des choses dont je ne pensais pas forcément capable. Déjà enfin voilà, la vision, l'image qu'on peut avoir de son chien, c'est assez positif. Il y a aussi ce truc de tu le vois souvent prendre du plaisir. Donc tu vois, tu es aussi content, tu te dis OK, génial, tu vois, Oui. mon chien il kiffe ce qu'il fait. Tu le vois progresser. Et tu le vois aussi, tu vois, je pense sur des chiens qui peuvent avoir certaines petites problématiques comportementales, enfin, des chiens qui sont réactifs humains, voir ton chien aller de lui-même, de façon volontaire, vers un humain, de le rechercher, tout ça, c'est aussi quelque chose, ça te redonne confiance, ça peut te rebooster, tu vois, quand tu es dans un travail comportemental à côté. Et ça te permet aussi de voir ton chien travailler sans toi. Enfin, sans toi. Tu accompagnes ton chien quand tu fais du training, mais ce que je veux dire, c'est que, comme je te disais, il y a aussi le facteur le plus important pour moi à prendre en compte, c'est que tu ne connais pas l'odeur, tu ne sais pas où il est, tu es obligé de faire Oui. 100% confiance en ton chien, et ça veut Mhm. dire que quand tu viens en training, pendant les 2 pistes que tu vas faire, en fait, tout repose sur ton chien. Euh, C'est génial. c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te montrer où aller, dans un monde où on a quand même tendance à toujours vouloir contrôler ce que va faire notre chien, à Ouais. toujours prendre le lead. Enfin, tu vois, c'est se dire, ok, mon chien là, va faire des trucs dont je ne savais pas capable, et en plus, il y a que lui qui peut le faire, donc je le suis, je lui fais confiance. Mhm. Donc forcément, ça crée une sorte de confiance. Tu vois, tu dis, d'accord, je peux faire confiance à mon chien là-dessus. Voilà. Donc pour moi, ça aussi, c'est un aspect qui est hyper fort, je trouve,
Et c'est souvent des trucs qui reviennent en tout début quand les gens commencent à pister, c'est waouh, il a réussi à le faire Et et ouais. il l'a fait sans moi. Alors parfois il y a des gens qui sont là, ok, il l'a fait sans moi. Ah, ça vient mettre un peu en inconfort, mais tu le vois, en fait, tu vois ton chien dans notre œil. Et moi, ça, je trouve ça génial. Ah ouais, Et mais c'est il ça y a qui est un autre point génial. aussi. Ouais, genre vraiment, et moi, c'est ça qui me plaît aussi dans cette activité, c'est de pouvoir offrir aux gens une autre perspective, de se dire, ben voilà, regarde ce que ton chien est capable de faire. Il le fait par lui-même, il le fait sans toi. Et ça permet aussi de prendre conscience de l'ampleur de leur flair. Parce que souvent, on dit aux gens, bah, moi, je dis à mes clients, laissez-les flairer. Pendant que ton chien est sur une odeur, tu t'arrêtes, tu le laisses prendre son odeur. Enfin, tu vois, c'est parce qu'on a du mal à se dire, ok, enfin, tu vois. Mais en fait, non, c'est très important chez eux. C'est un sens qui est hyper développé. C'est le sens le plus important pour eux. Donc, ça permet aussi de se dire, ok, il est capable de faire des trucs de dingue avec son nez. Et ouais, carrément. Quand Jérémy, donc un autre éducateur canin qui était venu sur le podcast, avait parlé aussi du flair. Et en fait, de nous, en tant qu'humains, on est obligé de mettre sous le nez du chien quelque chose pour qu'il le Ouais, sente. Alors qu'en fait, s'il est dans le salon et que t'es dans la cuisine, il te sent. Il sent c'est ça. déjà, il sait Ouais, déjà. Et en fait, nous, on a tellement pas un flair si développé, enfin, l'odorat très développé, que on a besoin d'avoir les choses sous le nez pour s'en rendre ouais, compte. Alors c'est que le ça. chien, il sent de loin et il Oui. a pas besoin d'avoir les choses sous la truffe, quoi. C'est ça. Mais tu vois, souvent, les gens, au début de piste, quand t'as ton odeur de référence qui est posée au sol, le chien passe. Il y a des chiens qui vont prendre longtemps, mais il y a des chiens qui vont rapidement passer dessus. Ils sont là. Ah, il a mal Mhm. pris. Je dis, non, non, t'inquiète, c'est bon, il l'a. Il l'a. Un autre point aussi que je trouve essentiel, enfin, je pense que là aussi, c'est pareil, ma double vision comportementaliste, éducatrice et coach and training, c'est la lecture du chien. Mhm. En fait, comme je te disais, nous, on n'a pas accès à l'odeur. La seule façon de savoir si ton chien et sur la piste, si tu dois le suivre parce qu'il est sur le bon chemin, ou si tu dois lui dire attends là mon gars, peut-être tu t'es un peu emballé, c'est de savoir lire ton chien. Et du coup, lire la tension de son corps, la position de sa tête, la position de sa queue, la position de ses oreilles, sa vitesse, la tension qu'il va mettre dans ta longe, les déplacements qu'il va avoir, est-ce qu'il va tout droit, est-ce qu'il, tu vois, il fait des zigzags, est-ce qu'il est plus, il va faire des zigzags, enfin tu vois. Et en fait, t'es obligé de lire ton chien pour savoir s'il pisse réellement. Puisque de toute façon, tu n'as pas accès à l'odeur, tu ne sais pas où la personne est allée, tu ne sais pas où elle a marché. Et, euh, et du coup, ça oblige à aiguiser son œil sur la lecture du corps de son chien. Et on sait très bien que c'est quelque chose qui est essentiel dans le travail comportemental, dans la compréhension de ton chien, c'est de savoir lire son langage corporel et de savoir lire ses signaux de communication, ce qu'il dit. Et donc, en fait, plus tu vas au main training, plus tu regardes ton chien pister, plus tu apprends à déceler sa position de pistage, est-ce qu'il piste vraiment, enfin tu vois, plus ton œil s'aiguise à lire ton chien, à lire son corps, et plus en fait au quotidien tu vas être attentif à plein de petits signaux, tu vois, genre là tu vois il a fait ça, là il est plutôt comme ça, là il est sur une, enfin en fait c'est une compétence qui se transfère au quotidien. Et on en a besoin de cette lecture parce que ça nous permet de comprendre notre chien et ça nous permet de savoir s'il va bien, s'il va pas bien, s'il a peur, s'il est stressé. Et je trouve ça génial en fait Ouais, que ce soit une activité où justement on fait un truc sympa avec notre chien. En plus, on est avec d'autres personnes. C'est du partage et c'est de l'apprentissage et en même temps c'est de la confiance qui se crée. Donc ouais, c'est un tout qui, en fait, ça nous donne les. J'ai l'impression de tout ce que tu nous dis là, que le man trailing nous donne les clés pour mieux vivre avec notre chien. oui, ah oui, on peut dire ça. T'as raison. Ça donne plein de clés pour mieux comprendre son chien, en tout cas, et mieux comprendre le monde dans lequel il vit, et mieux le comprendre, comprendre ce qu'il veut nous dire, ou comprendre ce dont il a, enfin, tu vois, ce qu'il a envie de sa communication, quoi. Et c'est vrai que bah du coup, moi, j'apprends aux gens, bah, par exemple dans mon travail de comportementaliste, à lire leur chien au quotidien, à se dire quels sont les signaux de communication de ton chien. Est-ce que ton chien est bien? Est-ce que ton chien, quel est l'état émotionnel de ton chien à l'instant T, en regardant bah, sa posture, sa tête, ses oreilles, enfin voilà, tous les signaux qu'il peut envoyer. Et au main training, j'apprends aux gens à leur dire est-ce que ton chien piste, mais aussi quel est l'état émotionnel de ton chien, parce que des fois un piste, tu vois, il va y avoir un bruit qui va mettre ton chien
enfin tu vois, qui va être ton chien en stress ou qui va faire ok d'accord position basse comme au quotidien, tu vois. Il faut aussi être capable de déceler ça, de se dire ok peut-être que quand mon chien est en difficulté en piste, je vais un petit peu l'aider en lui disant écoute ça va aller, tu peux y aller, et que du coup souvent les chiens sont hyper focus sur leur piste et ils arrivent à tu vois à se dire bon bah c'est bon j'y vais, tu vois, et oublier un peu l'environnement. Ouais. Mais du coup c'est un travail qui est hyper complémentaire. Tu aiguises ton œil. Tu vois, moi, je dis souvent à mes clients que j'ai sur la partie éducation comportement, filmez vos chiens au quotidien, observez-les dans tout ce qu'ils font pour apprendre à aiguiser ton œil. Et en fait, le training, c'est l'exemple même, tu vois, de ça. C'était obligé de les observer, t'es obligé de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et du coup, forcément, plus t'as l'habitude de voir ton chien se mouvoir et communiquer, plus au quotidien, tu te dis, ok, c'est facile. Sa queue, elle a fait ça, je l'ai vu, tu vois. Ouais. Parce que j'ai l'habitude de regarder, je sais regarder et que mon œil, mon cerveau, enfin tu vois, tout est fait pour arriver à déceler les mouvements de corps de mon chien. Ça, c'est aussi un point pour moi qui est hyper positif. Et il y a un autre point aussi qui est, alors ça c'est plus spécifique, tu vois, mais la gestion de longe. Ouais. Parce que au main training, donc, ton chien est en longe et toi tu as toute une gestion de longe à faire qui n'est pas simple d'ailleurs. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, mais euh, par exemple, Jérémy, c'est sa bête noire, la gestion de sa longe au moment de trading. Mais du coup, oui, il y a toute une gestion de longe qui est spécifique, où on doit apprendre à garder une tension constante sur sa longe, rembobiner sa longe, redonner de la longe, quand est-ce que... Et en fait, mine de rien, nous, quand on travaille aussi sur, par exemple, je sais pas, de la réactivité ou des apprentissages divers et variés en éducation, bah, on travaille aussi souvent la gestion de la longe. Et donc, en fait, ça permet aussi à l'humain d'acquérir des réflexes. Alors, c'est un peu plus spécifique, mais, tu vois, c'est aussi quelque chose que l'humain vient apprendre en training et qui peut se transposer dans sa vie. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la lecture du corps du Oui, chien. Moi, ça me l'a beaucoup fait quand j'ai appris les signaux d'apaisement du chien. Donc, quand oui, il se lèche la truffe, quand il va détourner le regard, quand il va se secouer. Et en fait, rien que de savoir que ça, que ces signaux-là veulent dire quelque chose, qu'il est dans l'inconfort ou qu'il y a eu un stress d'un coup et qu'il est en train de décharger ou que il a vécu quelque chose de négatif et du coup voilà il a envie de passer à un autre état émotionnel. Et bien, depuis que je le sais, ça, je le vois partout. Parce qu'en fait, c'est ouais, une lecture du chien qu'on n'a pas du tout. Ou quand on va aller caresser un chien et qu'il va commencer à se lécher la truffe, on croit qu'il va vouloir nous faire des bisous. Alors qu'en fait, non. Il est juste en train de dire j'en peux plus là, lâchez-moi, arrêtez de me caresser ou j'en ouais, ai j'ai pas marre. envie. Ouais, J'ai pas envie, ouais. Et ça, on le sait pas. Parce qu'on a une mauvaise lecture de nos chiens. On sait pas. Ils nous parlent, leur corps parle, et du coup, c'est comme ça qu'ils communiquent aussi. Et en fait, c'est tellement important d'apprendre le langage corporel de nos chiens pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il veut, ce dont il a besoin yes. et qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, tout simplement. Donc, je trouve ça très très bien que tu parles aussi de cette lecture du corps. Savoir lire ton chien, c'est quand même quelque chose qui est très important au main training, du moins dans la façon dont je le travaille, dont on l'apprend chez les main training addicts. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de pouvoir sélectionner un professionnel qui soit compétent et qui soit capable de t'accompagner sur cette lecture de ton chien, sur la lecture de ses signaux, qui soit capable de savoir est-ce que mon chien est bien ou pas bien, quel est son état émotionnel, au-delà de est-ce qu'il piste ou il piste pas, mais bon, les deux sont importants, parce que bah parfois, en plus surtout quand on travaille avec des chiens sensibles, ça peut arriver que des fois on dise ah tu vois là peut-être que c'est un peu trop pour le chien donc qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'aide un peu pour qu'il puisse voir que il peut quand même le faire malgré tout, ou est-ce que vraiment là il est trop mal et on essaie de trouver tu vois il est vraiment trop en stress ou trop dans une émotion négative, donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut pouvoir identifier hein, que ton chien est aussi dans un moment qui n'est pas forcément plaisir ou bénéfique. Donc c'est vraiment important de choisir un bon coach qui soit capable de pouvoir déceler ça. Et du coup, quelle idée reçue aujourd'hui t'aimerais qu'on déconstruise sur les activités avec nos chiens? Il y en a plusieurs, mais déjà il y a quelque chose, ben, c'est ce que j'évoquais, c'est le fait que souvent quand on parle d'activité, les gens savent ah mais je sais pas si c'est, tu vois, je sais pas s'il va y arriver, je sais pas si
Donc, en fait, je voudrais juste qu'on se dise que essayons. Et que parfois, voilà, on vit pas exactement dans le même monde que notre chien. On a beau partager les mêmes lieux, les mêmes enfin, la même maison, notre vision du monde est complètement différente. Et que parfois, juste, il faut se laisser porter et faire confiance en notre animal et se dire, OK, peut-être qu'on pourrait essayer de nouvelles choses, peut-être qu'on pourrait essayer ci, ou on pourrait essayer ça, ou telle activité, et voyons ce que ça donne. Est-ce que mon chien va y arriver ou pas? Mais bien sûr qu'il va y arriver. Si tu as trouvé un bon professionnel qui y va de façon progressive, il n'y a pas de raison que ton animal, que ton chien ne puisse pas réussir. Et on aura un peu une vision différente à ce sujet. Et parce que je trouve ça dommage de se priver d'activités qui pourraient être bénéfiques et apporter des choses à ton chien, à ta relation et à toi aussi en tant qu'humain et tu vois dans la compréhension que tu auras de ton animal. Une autre idée reçue que j'aimerais bien déconstruire qui est en lien avec les activités et avec le fait que par exemple mon chien ne pourrait pas arriver à le faire et le fait que certaines races sont plus adaptées à certaines activités que d'autres. Par exemple, dans le cadre du travail de flair, on passe souvent à tort que le Saint-Hubert, le Malinois, le Berger allemand sont des chiens qui sont plus faits pour le travail de flair, parce que c'est souvent ceux qu'on voit dans l'inconscient collectif, hein, dans l'image qu'on a des chiens policiers, des chiens de recherche, voilà. On voit souvent les Saint-Hubert quand il faut chercher le prisonnier évadé, ou le Malinois Berger allemand quand il faut chercher de la drogue ou des explosifs. Mais en réalité, tous les chiens comme je te disais avant, sont capables d'utiliser leur nez en fait. Et parfois même un chien qui a un nez plus développé, quoi qu'il arrive, les chiens ont un nez beaucoup plus développé que le nôtre et sont capables de sentir les odeurs et pour trouver une personne. Et dans le cadre de certains chiens, en fait, dans le cadre du mantrailing, par exemple, je prends le cas du pistage, du mantrailing, ce qui est important, ça va au-delà du fait de sentir l'odeur. C'est aussi avoir un chien qui soit autonome, qui prenne ses propres décisions, qui soit pugnace. Voilà, c'est Ouais. donc en fait, c'est des compétences que le chien peut acquérir au fur et à mesure de sa pratique. Et c'est aussi, tu vois, mon travail et le travail de coach, de se dire, bah, on va aider les chiens à devenir plus performants et arriver à faire plus de choses et tout en prenant du plaisir dans leur pratique. Mais il faut pas se dire parce que j'ai un chihuahua, parce que j'ai, je sais pas, un dalmatien, parce que j'ai un chien qu'on n'a pas l'habitude de voir dans du travail de flair, qui pourra pas le faire. Parce que en Ok. réalité, et il faut pas s'arrêter à ça. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Enfin, ton chien ne s'arrête pas à sa race. Et oui. Moralité, vous pouvez tout faire avec vos Oui. chiens. Il suffit juste de tester et d'être bien accompagné. Et dernière question, Jade, la question que j'ai l'habitude de poser à chaque fin d'épisode. Qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Alopets? Alors, je pense à Magali, Magali Migon, le cynophénique, qui est une de mes consoeurs, qui est spécialiste du comportement du chien et du chat, et qui pourrait peut-être échanger avec toi sur des problématiques liées à la cohabitation de chien-chat ou sur la médiation animale. Et ouais. Ouais. Et je pense aussi à une autre personne qui est Anaïs de Tout, qui est spécialiste des problèmes liés à la séparation et à la solitude, parce que pour moi c'est un sujet alors qui m'a touchée personnellement, euh, mais qui est aussi très méconnu et très mal abordé encore aujourd'hui en France. Donc ça pourrait être intéressant parce que je sais que beaucoup de personnes rencontrent le cas, et même sans parler de d'avoir un chien qui rencontre des problèmes vis-à-vis de la solitude, c'est juste peut-être aussi savoir comment bien démarrer quand on accueille un chiot pour le préparer au mieux à nos absences, puisque forcément elles seront inévitables. Donc je pense que ça peut être intéressant d'échanger avec Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces recommandations. On est déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jade. Je tiens à le dire. elle. Jade a tenu à être là aujourd'hui malgré sa toux et sa maladie et pour qu'on puisse sortir l'épisode à temps. Donc, merci beaucoup, Jade, d'avoir joué le jeu malgré tout ça. Et j'étais vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Avec plaisir. Merci Roman à toi d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Oui, je t'en prie. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast.
En tout cas, si tu veux en savoir plus et suivre le travail de Jade, tu retrouveras tous ses réseaux en description. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de chausser tes baskets et d'enfiler un harnais pour tester cette nouvelle activité qui est le man-trailing. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à bientôt sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.